Épisode 3, True Detective saison 2. Colin Farrell est toujours vivant et les personnages commencent tous un peu à se réveiller. Et surtout, comme par hasard, il y a des prostituées partout. On est là pour en parler. Bienvenue dans l'After Show. Bonjour, bienvenue dans l'After Show. Jérôme Momcilevich, Bonjour. critique cinéma, chroniqueur, et Quentin Girard de Libération. Salut. Donc on a vu l'épisode 3 avec une première scène quand même qui est une vraie scène de série, de grande série qui joue la carte du symbole. Oui, vu qu'il joue la carte Lynch, je pense, voilà, de manière un peu. On va dire. C'est ça, voilà. Après, moi, je suis pas du tout convaincu. Je pense qu'en plus, surtout, je pense qu'il y a une sorte de basculement total de registre à ce moment-là, qui pour moi prend pas tellement parce que le personnage lui-même peine un peu à exister depuis le départ. Donc du coup, on a vraiment l'impression d'une sorte de pastille. C'est une petite capsule, genre capsule Nespresso de Lynch. Ça dure 5 minutes et puis après on repasse à autre chose. Voilà. Après ça, bon, je sais pas ce que tu. Peut-être que tu commences en disant que Colin Farrell est toujours vivant. Ou pas en fait. Tu peux considérer que justement cette scène du rêve, c'est une manière un peu grosse de nous dire, bah voilà, maintenant Colin Farrell, il est dans le coma. Il rêve, et s'il se réveille après, on ne sait pas vraiment s'il se réveille, en fait, un peu une sorte d'Inception. Et ça se trouve, toute la suite de la série, en fait, ça va être le monde idéal selon Colin Farrell, ou comment tu pourras améliorer ce monde-là, mais dans sa tête, en fait. Après, pardon, la scène dit un truc quand même très net sur l'ambition narrative de Pizzolato ici, c'est que c'est vraiment une série sur les enfants, sur des enfants martyrs, sur des enfants abandonnés. C'est-à-dire que tous les personnages ont eu, là, en 2-3 épisodes, leur scène expliquant, je pense à Taylor Kitsch avec sa mère, Rachel McAdams avec son père, Gourou, etc. Donc on comprend qu'ils ont tous eu des enfances bousillées. Et ça, à la limite, je trouve ça intéressant, c'est un peu forcé, mais c'est que de ce point de vue-là, il y a une sorte de réciprocité avec la première saison. C'est-à-dire que la première saison, pour moi, était vraiment une saison sur les pères. Là, à l'évidence, on est du côté des enfants, c'est-à-dire, on en parlait un petit peu la dernière fois, mais le côté vraiment île d'enfants perdus, d'enfants abandonnés, voilà. Après, je trouve que ce thème, cette question-là, enfin la question des pères dans la première saison, était vraiment infusée doucement et devenait petit à petit le cœur de la série. Là, le problème, c'est que, on a vraiment l'impression que tous les enjeux thématiques sont posés sur la table de manière hyper démonstrative. On nous a donné tout de suite, d'une certaine manière. On a vraiment l'impression... Voilà, il y a, à chaque début de saison, on voit, c'est Franck qui dit, voilà, j'ai été battu par mon père. Là, on voit Colin Farrell. Le charmant père de Colin Farrell. Dans la première scène et dans une scène plus loin. Dans une scène plus loin, ouais, où il tremble et il dit que le monde, c'est plus comme avant. Oui, le monde, c'est plus comme avant parce que maintenant, on n'a plus le droit d'être raciste. C'est là où on parlait du personnage du maire la dernière fois, d'ailleurs. Le personnage du maire est intéressant, c'est qu'à un moment, il a cette réplique où il dit « les enfants sont très décevants ». C'est-à-dire que c'est peut-être le seul, justement, c'est lui le personnage de père, qui a un père à l'évidence horrible, comme ont été les pères de tous les autres personnages, sauf que là, on est de son côté à lui. Donc, pour moi, l'épisode 3 la confirme que c'est vraiment pour l'instant le personnage le plus intéressant, lui. Bah, c'est aussi avec la scène d'introduction, c'est un peu la scène la plus emblématique de l'épisode 3. C'est quand on a rencontré le maire dans l'épisode 2, et là, dans le 3, on rencontre sa maison et son entourage et son fils. Ouais, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le film Entourage qui sort, mais là, on arrive dans un entourage de Los Angeles hyper glauque, où t'as les deux flics qui arrivent et t'as cette femme manifestement complètement sous drogue qui fait, tu penses qu'elle erre toute la journée et au départ, tu penses qu'il n'y a qu'elle en fait dans la maison. Et tout d'un coup, McAdams monte dans les étages et tombe sur un mec qui est le mini-moi du maire, sauf qu'avec un accent beaucoup plus rigolo parce qu'il le force et tout. Et tu dis, oula, ouais, ok, il y en a encore un autre qui a des problèmes, quoi. Et en même temps, t'as cette femme aussi qui tombe dans l'eau à moitié nue du premier étage et qui tombe dans la piscine. Et un peu genre cette vierge jetée, je sais pas si on est dans un temple grec, mais il y a cette vierge jetée du haut dans la piscine, donc elle meurt pas, mais c'est pour nous rappeler de toute façon à chaque fois que toutes les femmes sont vouées à être de toute façon, c'est pas jetées par le côté bastingage, babylonien des fictions sur Los Angeles. Là, c'est vraiment ça, tout est concentré dans la maison, quoi. Ah oui, tout le vice habituel de Los Angeles, il est là, quoi. T'es un peu dans Map to the Star, tu vois, avec des femmes qui auraient voulu devenir célèbres mais qui n'ont jamais réussi, donc qui passent la drogue et qui attendent un coup de fil qui, de toute façon, ne viendra jamais. Et voilà. Et en même temps, t'as ce fils qui est assez fier de lui, qui se défend et qui
qui rappelle aux 2 flics qui, eux, sont des enfants sans père, que lui, il a toujours un père, et que parce qu'il a toujours ce père, lui, il a du pouvoir. Mais alors justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est en plus, d'autant plus du fait que les 2-3 premiers épisodes, pour l'instant, sont assez amorphes du côté des autres personnages, c'est que toute la force est de leur côté à eux. C'est-à-dire du côté du maire et de son fils et de cette espèce de petit pays dans le pays qui est sa villa, etc. C'est vraiment tous les autres personnages sont des personnages empêchés, impuissants, émasculés. Enfin, littéralement, il y a vraiment un truc autour de ce cadavre qu'on retrouve émasculé, etc. etc. À peu près tous les autres personnages masculins n'arrivent pas à bander. Enfin, c'est pareil, c'est très appuyé là-dessus. Dans cet épisode, d'ailleurs, Vaughn... Donc il y a vraiment l'idée qu'ils sont tous empêchés et soudain déboule le maire et donc cette petite communauté où c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire c'est l'expression non seulement assumée mais vraiment flamboyante d'un pouvoir. Alors évidemment corrompu, évidemment tout ça, mais quand même d'une force. C'est-à-dire qu'il y a une énergie soudain qui se concentre dans cette maison-là, autour du personnage du maire et de son fils, qui est exactement tout ce qui fait défaut aux autres. Donc forcément, ça les rend un peu, oui, en fait, plus stimulants. C'est le royaume, quoi. Voilà, le roi, son héritier, et quelque part, nos personnages, nos héros sont ceux qui essaient quand même un peu de menacer cette forme de pouvoir. Oui, mais ils portent un fardeau tous tellement lourd par ailleurs qu'on ne les voit pas, pour l'instant en tout cas. On se demande un peu comment ils vont... s'en prendre à l'Empire. Dans cet épisode 3, je trouve qu'il y a quand même tout d'un coup des personnages qui, pour l'instant, il y avait Pharrell, qui donc s'est fait descendre littéralement à la fin de l'épisode 2. Mais là, les 3 autres, donc on en apprend déjà un peu plus sur Paul, qui tout d'un coup, Taylor Kitsch a vraiment quelques vraies scènes tout seul, où on sent un peu plus sur son passé. Il lui arrive ce qu'on doutait qu'il allait lui arriver. C'est-à-dire, ça commence comme une scène hyper américaine, on pourrait être au Texas, ils vont voir de la moto, il est avec un vieux pote où ils ont fait la guerre ensemble, et voilà. Tu dis, voilà, ça le renforce dans son côté un peu, normalement, hétéro-viril. Et en fait, tu vois que par un échange de regards, par les remarques de son ami et tout, qu'il s'est clairement un jour passé quelque chose entre eux. Alors, je ne sais pas si c'était nu en Irak où il s'ennuyait et que, voilà. Et que ce Brokeback Mountain, Paul le vit très mal en fait. Et d'ailleurs, il fait un commentaire homophobe très clair dans l'épisode 2, déjà, donc on sent qu'il affirme. Mais en même temps, moi je trouve que la façon dont il parle de Stroman, j'ai l'impression que c'est un peu plus que juste une nuit folle passée. J'espère, mais je suis même pas... Enfin oui, je pense que ça pourrait être un enjeu hyper intéressant, simplement dans la manière dont c'est amené, et justement, la remarque hyper homophobe dont tu parlais, enfin tous ces trucs-là, c'est vraiment... moi, j'espère qu'il n'est pas seulement homosexuel. Parce que si sa grande fêlure, c'est d'être homosexuel, tu dis, on est en 2015. On est en 2015, Pitolato, réveille-toi. Quoi. Normalement, au bout d'un moment, tu arrives à, tu vois, qu'il est homosexuel, qu'il ait souffert un peu pendant son enfance et tout, mais normalement, à 30, 35, il aurait, surtout à Los Angeles et tout, c'est pas l'endroit où c'est impossible d'être homosexuel. Donc s'il était que homosexuel, c'est un peu faible. Parce que l'ambiance familiale, le manque d'argent, etc., il a dû passer par des étapes de prostitution. Et c'est ça qui l'ont traumatisé de l'intérieur. Alors là, oui, peut-être. Ouais. Effectivement, parce qu'il y a vraiment cette scène avec le prostitué, justement, qui va ensuite suivre, et cette espèce de mélange entre une familiarité claire avec ce milieu, et en même temps, il est hyper mal à l'aise. Enfin, pour moi, effectivement, ma théorie, c'est... J'espère qu'en fait, c'est ça son passé, quoi, qu'il est passé par la prostitution et c'est pour ça qu'il le vit mal. Il y a sûrement un truc qui se joue avec la mère là-dessus. Enfin, je pense que ça a été son apprentissage. Son apprentissage est passé par là, quoi. Passé par le fait qu'à l'évidence, la mère elle-même est prostituée ou l'a été et que c'est probablement l'héritage qu'elle lui a légué, quoi. Après, On espère que ce soit... Et par contre, Pizzolato, quand même, toute la saison, il y avait quand même beaucoup de prostituées, de personnages d'anciennes prostituées, de prostituées qui généralement aimaient coucher gratuitement avec les flics parce qu'ils étaient tellement beaux. Là, on retrouve dans cet épisode énormément de scènes de rue. C'est le travail, ouais. Donc, je sais pas, faudrait en parler à son psy, mais ouais, il y a un truc. Après, je pense qu'encore une fois, ça a à voir avec son côté très puritain et c'est vraiment le... Enfin, c'est vrai, il y a une forme d'interdit. Je pense qu'il y a un peu un truc chez lui quand même de petit garçon puritain qui se donne des frissons avec ces trucs-là. Mais c'est vrai que ça commence à devenir, c'est limite embarrassant parce que c'est vraiment très... On sent que ça le travaille et qu'en même temps, il n'arrive pas à en faire un truc. C'est-à-dire que ça déclenche chez lui une fascination qui est en même temps presque un peu désarmante parce qu'on se demande un peu pourquoi ça... Enfin, encore une fois, on est en 2015. Je ne sais pas ce que ça va lui faire dire dans cette saison-là. C'est vrai que pour l'instant... On en saura sans doute plus avec le personnage de Casper.
C'est quand on saura vraiment le type de relation, parce que Casper, manifestement, il aimait les prostituées très jeunes, mais lui aussi, il était impuissant, puisque la prostituée dit juste qu'il aimait regarder. Donc, est-ce qu'il a fait pire? Est-ce qu'il n'y a pas de la pédopornographie derrière? Est-ce que Voilà un sujet fun et sympa pour la suite de cette saison. C'est sûr que de toute façon, on ne va pas aller vers le fun. Mais oui, effectivement, on voit que pour Pizzolato, puisque c'est Vinci, c'est la ville du vice, etc., la prostitution, le sexe, ça fait partie du vice et donc tu es obligé de le représenter. Avec la violence, avec l'alcool, voilà. Mais de toute façon, ça va passer par les enfants, ça me paraît. Enfin, entre eux, ce qu'avait laissé la première saison et ce qui s'annonce là, encore une fois, avec l'idée qu'ils sont tous dépeints sous cet angle-là d'enfance martyrisée, etc., etc. Je pense qu'il y a un moment, c'est l'autre obsession de Pizzolato, c'est il faut sauver les enfants, vraiment. Donc dans la première, il fallait sauver les enfants déjà morts. Et là, il faut sauver les enfants qui ne sont pas morts, mais qui ont vieilli, qui sont devenus des adultes désabusés, cyniques et très malheureux. Donc il y a toujours un enfant à sauver dans True Detective. Là, justement, en même temps, là, il y en a certains qui essaient de se sauver eux-mêmes, parce que quand même, donc, on a parlé un peu de Paul, mais Paul, il est encore bloqué dans son propre marasme. Mais McAdams, elle est volontaire. Elle est tellement volontaire qu'elle paraît plus volontaire que tous les autres et qu'elle paraît être le moteur. En gros, c'est elle le bonhomme, hein, c'est le principe. C'est-à-dire qu'ils sont tous émasculés et la virilité est de son côté à elle. Mais c'est pas rien qu'on l'appelle Xena au début de l'épisode. Voilà. C'est pour montrer la princesse guerrière. Puis il y a tout un truc très... Enfin, c'est pareil, c'est le fond. Même sur sa sexualité, on ne sait pas ce qu'elle fait avec... On ne sait pas ce qu'elle fait avec le mec dans le premier épisode, mais on voit que c'est elle, globalement, qui maîtrise les débats. Enfin, on sait ce qu'elle veut faire en même temps. Il y a quand même un truc très clair avec l'idée qu'on insiste sur le fait qu'elle a des couteaux partout chez elle. Quand on voit le cadavre émasculé, qu'on a un plan vraiment sur l'endroit où on a coupé et qu'on raccorde tout de suite sur son visage à elle en train de regarder, le fantasme de ce personnage-là, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut émasculer les hommes. Ça part vraiment de la discussion qu'elle a dans la voiture avec Colin Farrell quand elle explique est-ce que tu ferais ce métier-là si... Enfin, lui demande en gros pourquoi est-ce qu'elle est... aussi armée, pourquoi est-ce qu'elle a toujours des armes blanches, etc. Et elle lui répond, est-ce que tu ferais toi ce métier-là si tu étais dominé physiquement par tous les autres, c'est-à-dire si tu étais une femme? Et voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là quand même. Ce qui est presque paradoxal, parce qu'en fait elle est de toute façon entourée d'hommes déjà émasculés. Et voilà. Et en gros, c'est une femme qui veut couper la bite d'hommes autour d'elle qui déjà n'en ont plus, quoi. Vu son rapport compliqué au sexe, à son père qui était un gourou, etc. Tu vois, clairement, elle veut tuer le père, elle veut tuer tout le monde. Mais dans ce qu'on voit dans les gens qui l'entourent, on se dit aussi qu'elle a raison de vouloir tuer tout le monde parce que globalement, ils ne servent à rien, quoi. Ouais, moi, j'avoue que j'espère que Pizzolato va aller un tout petit peu plus loin et pas juste justement pas être que dans le double négatif des hommes avec ce personnage. Non, mais je pense qu'elle va être... En tout cas, ça va être une... Pour sauver tous ces petits garçons martyrs, il faut une maman. Là, au troisième épisode, on voit bien que c'est elle qui va prendre les choses en main du point de vue de l'enquête, que c'est la seule qui a les pieds suffisamment sur terre et qui a réussi à fabriquer une espèce de citadelle contre son traumatisme, etc. etc. Après, c'est évident qu'à un moment, elle va s'effondrer. Enfin, tout ça arrive gros comme une maison. Comme on savait que Vince Vaughn allait, et c'est ce qui se passe dans cet épisode-là, à un moment... craquer, ne serait-ce que parce qu'il avait raconté que quand il était enfant, on lui tapait dessus, il avait dû exploser un rat parce que son père le martyrisait, etc. etc. Donc voilà, je pense qu'ils vont tous avoir leur petit moment de passage à l'acte un peu... Il y a quand même un moment qui est intéressant dans l'épisode 3, c'est les courbes qui s'inversent entre Colin Farrell et Vince Vaughn. C'est-à-dire on commence avec un Colin Farrell au fond du trou, complètement alcoolique dans les 2 premiers épisodes, un Vince Vaughn plutôt chic, bien habillé, belle maison, belle femme, etc. On passe avec un Colin Farrell ensuite qui se réveille, il ouvre sa chemise, il a des stigmates. En fait, c'est la Renaissance, c'est Jésus qui revient, quoi. Et du coup, il veut se faire pardonner. Il commence à refuser, il arrête de boire, il prend de l'eau, il commence à refuser la corruption. Si ça se trouve, l'épisode prochain, il va même bander. Enfin, ça va être Et à l'inverse, tu as un Vince Vaughn qui se retrouve en fait dans un monde complètement dépassé où il se dit « J'étais le caïd, j'avais tout ce que je voulais, et là, je me suis fait arnaquer 5 millions de dollars. Et personne en a rien à faire. Tout le monde me dit, tant pis pour toi, en plus, si tu avais été honnête, tu aurais payé moins cher. Et là, il se dit, ouh là là là, il faut que je tape sur quelqu'un, quoi. Et d'ailleurs, il le fait. Est-ce que c'est le moment qu'on attendait ça y est, Vince Vaughn. Le problème, c'est qu'on l'attendait, puis alors c'est vraiment le principe de la rétention, on attendait... Enfin, en même temps, moi, sincèrement, je m'emmerde tellement depuis le début que je voulais vraiment une scène de violence, un truc vraiment hyper intense. Et franchement, je trouve pas ça hyper...
Crédible. Convaincant, quoi. Crédible. Après, j'ai pas frayé beaucoup avec les gangs latinos, donc je sais pas, hein, mais... C'est vrai que tu es un petit peu étonné des latinos autour qui ne réagissent absolument pas à la scène où il y a leur boss quand même qui se fait enlever les dents en or une par une. Tu t'en doutais qu'il se passerait quelque chose avec les dents à partir du moment où ils se battraient dessus parce qu'ils avaient hyper insisté dessus dans la première fois où ils se rencontrent. Mais c'est aussi cet affrontement entre Vince Vaughn blanc et les latinos, c'est aussi un passage intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie dimension raciale en fait. Tu as quand même une bande de blancs, Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, qui se retrouvent dans une ville globalement dominée de plus en plus par des latinos et qui sont complètement dépassés et qui se disent mais comment on retrouve le pouvoir ? Tu as le maire qui est latino, tu as le fils du maire qui est latino, tu as les gangs latinos et tu sens qu'il y a ce côté-là. Et tu as le père de Colin Farrell qui est raciste. Et il y a un peu vraiment ce côté, c'est le déclin de l'Empire blanc américain. Non mais c'est pareil, ça aussi c'est un vieux truc quand même de la monde. C'est le côté... le sexe est du côté, enfin, espèce de vieux truc, c'est comme tout le fantasme sur les étalons noirs dans certaines décennies du cinéma américain, etc. Là, il y a un peu ça avec les latinos, c'est que le pouvoir est de leur côté, donc le sexe est de leur côté. Et comme l'impuissance de tous les autres personnages, elle se joue vraiment au sens strict, hein, c'est-à-dire c'est quand même une impuissance sexuelle, il y a vraiment ce truc-là, c'est que les autres c'est les autres qui ont le phallus, vraiment, quoi. Parce que donc, c'est les latinos qui ont les prostituées aussi. Hein. Et du coup, je trouve qu'effectivement, la scène où Vince Vaughn finit par arracher les dents du mec, etc., n'est pas très crédible parce que simplement Vince Vaughn ne fait pas très peur. On a cette espèce de grand dadé qui raconte son traumatisme d'enfance de façon le très fait qu'il était convenue. enfermé dans la cave par son papa, etc., etc. Donc après, du point de vue de la série, le mettre face à un gang de latinos qui sont tous 3 fois plus gros que lui et vouloir nous faire croire qu'ils sont terrifiés en raison d'un pouvoir que la série a commencé par lui enlever, c'est osé. Je trouve que du coup, ça marche pas. Mais avec un peu de chance, les 5 prochains épisodes vont nous détromper sur tout ce qu'on imagine de mauvais. Mais peut-être qu'on n'est que dans la tête de Ray de toute façon. Si on n'est que dans la tête de Ray, là, il peut se passer plein de choses et ça peut finir bien. Merci de nous avoir accompagnés pour cette discussion de l'épisode 3, Maybe Tomorrow. Et d'ailleurs, on espère que demain, on aura des épisodes encore plus passionnants et que peut-être, on va savoir ce qui s'est passé dans le passé de Paul et savoir pourquoi Casper était un pervers. En attendant, on attend vos commentaires, ce que vous avez pensé de l'épisode, de l'émission. Discutons ensemble. On est heureux de vous répondre et on se retrouve la semaine prochaine.